Si j'avais su tout ça avant ma première rentrée, je me serais épargné tellement d'erreurs, de nuits trop courtes ou de journées de classe qui partent en vrille. Aujourd'hui, je vous donne 10 choses, 10 éléments que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais débutant. Gestion de classe, planification, évaluation, tout y passe, avec des exemples tirés directement de ma pratique. Restez jusqu'à la fin, le dernier point est un bonus et il est un peu contre-intuitif. Je m'appelle Michael, j'enseigne des élèves de 8 à 10 ans en Suisse romande. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ce que je découvrais, ce que j'essayais et mes échecs aussi, avaient de la valeur pour d'autres enseignantes et enseignants. Depuis, je partage tout cela sur le site enseigny.org, sur le blog, sur la chaîne YouTube où vous vous trouvez et sur les réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description, ainsi que les moyens de m'aider à continuer à le faire. Aujourd'hui, je vous partage 10 éléments liés à l'exercice de notre profession d'enseignant que j'ai appris parfois à mes dépens, mais qui améliorent tellement ma vie en classe et aussi en dehors de celle-ci. Numéro 1. Commencez par connaître mes élèves. Dans quelques semaines, je vais découvrir ma nouvelle volée. J'aurai bien quelques petits frères et sœurs d'élèves précédents, mais une énorme majorité d'enfants et de familles dont je ne connais absolument rien. Ma priorité durant ces premiers jours, faire connaissance. Pas seulement le nom et le prénom, mais découvrir aussi les forces, les difficultés et les aptitudes particulières de chaque enfant, les éléments à garder à l'œil aussi. Comme dans ma personnalité, j'ai besoin d'éléments concrets pour le faire, j'ai mis en place 2 dispositifs. Premièrement, un questionnaire que les parents vont compléter, qui me donneront toute une série d'informations générales sur les enfants et leur scolarité, mais aussi tout particulièrement leurs points forts et leurs points faibles vus par les parents, les joies des élèves et leurs craintes en début d'un nouveau cycle. Et puis, une liste d'éléments à observer. Pour moi, sous forme d'un tableau Kanban. Vous savez, ces tableaux où on peut déplacer les éléments entre différentes colonnes. Pour moi, ce sera les colonnes oui, parfois et non, pour observer leur comportement et leurs aptitudes scolaires. Et puis, faire connaissance avec de nouveaux élèves, avec un peu d'humour et beaucoup de sourire, c'est devenu un sport que j'apprécie de plus en plus. Numéro 2. Veiller à ma forme et à mon énergie. Et c'est peut-être le plus négligé. Pour que ma classe vive bien, que les élèves se sentent à l'aise et encadrés, qu'ils apprennent correctement, il faut avant tout que je sois en forme. Aucune parade pédagogique, aussi brillante soit-elle, ne peut compenser une dette de sommeil ou d'énergie qui s'accumule. Alors, fini ou pas fini, quand mon heure de coucher arrive, je laisse le travail de côté. Prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de mes élèves. Numéro 3. Un jour de congé hebdomadaire. Dans la même veine que le numéro 2, je prends un jour de congé complet par semaine, 24 heures de coupure totale. C'est une technique ancestrale, mais toujours valable aujourd'hui. Travailler un peu moins et se reposer, ou simplement se changer les idées, permet de revenir vers la tâche avec plus d'énergie, de clarté et de motivation. C'est quelque chose que j'ai appris sur la durée, parce que pendant mes premières années d'enseignement, je travaillais 7 jours sur 7, comme certainement beaucoup d'entre vous. Mais comme je le disais en réponse à un commentaire sur Instagram, j'aurais pu faire la même chose en 6 jours, grâce au regain d'énergie et de clarté, et aussi avec un peu moins de perfectionnisme. Numéro 4. Un jour, une semaine, une période. Il y a des périodes où tout va bien. Les élèves sont agréables, nous portent et nous donnent envie de nous dépasser, de nous lancer dans toutes sortes de projets, et c'est génial. Mais la vie de l'enseignant n'est hélas pas que composée de ce genre de journées et de périodes. Parfois, c'est tout le contraire. Certains élèves sont récalcitrants aux apprentissages et au cadre. Les parents ont une vision très arrêtée et particulière de leur enfant. Les consignes de notre hiérarchie ne nous aident pas toujours et on se dit qu'on ne tiendra pas longtemps dans ces conditions. C'est à ce moment-là qu'il faut casser la perspective et la vision sur la durée.
se lever et investir correctement la journée, préparer une semaine à la fois, et peut-être même ne pas penser à arriver jusqu'au bout de la période et aux prochaines vacances. Parce que tôt ou tard, les choses changeront, un déblocage arrivera, un autre angle de vue verra le jour. Mais si on part avec la perspective que toute l'année scolaire sera comme notre pire jour de classe, il y a de quoi démotiver les plus aguerris et aguerris d'entre nous. Les éléments présentés ici sont tirés de la formation Ma première rentrée. Les jeunes enseignantes et enseignants constatent souvent qu'il y a un fossé entre l'institut de formation, la HEP, et la première prise de responsabilité dans une classe. Cette formation se veut le trait d'union manquant. À partir de vidéos, de documents directement exploitables et d'un cahier de préparation concrète de la rentrée, je donne tous les éléments pour partir du bon pied dans la profession. Tous les renseignements sont disponibles dans la description sous cette vidéo. Revenons maintenant à notre vidéo avec le numéro 5, la porte, un lieu de transition. La vie des élèves est séparée entre plusieurs mondes, qui ont chacun leur code et leurs règles. Ils se lèvent à la maison, se déplacent pour venir à l'école à pied, en voiture ou en transport public, passent un moment à la garderie ou jouent dans la cour de récréation quelques minutes avant de monter en classe. Même s'il n'est que 8h30 quand ils arrivent, ils ont déjà passé dans bien des espaces et adapté leur comportement à de nombreux codes et règles. Arriver en classe, c'est se préparer à apprendre de nouvelles choses et à vivre ensemble avec un ensemble de principes, peut-être semblables à ceux valables dans d'autres espaces, mais avec des personnes et des codes spécifiques. Il faut donc soigner cette transition et la leur signifier clairement. Si la classe est celle des élèves et des enseignantes ou enseignants, ce sont les adultes qui sont garants de son bon fonctionnement et par conséquent qui vont indiquer l'entrée de ce que certains appellent le sanctuaire du savoir. Afin de marquer cette transition, je me tiens à la porte et j'accueille chaque élève en lui disant bonjour avec son prénom et en le regardant dans les yeux. Bonjour Jules, bonjour Juliette. Et je m'attends à ce qu'il fasse de même. C'est l'occasion aussi de glisser un petit mot personnel sur le comportement attendu, sur un événement de la veille ou sur un élément personnel. J'en parle plus dans cette vidéo sur la routine de l'accueil. Numéro 6, les routines. Elles ont le pouvoir de creuser des ornières, des traces qu'il sera facile de suivre et qui s'approfondiront chaque fois qu'on les empruntera. Que ce soit des éléments d'apprentissage ou de vivre ensemble, elles simplifient la vie des élèves et des enseignants en réduisant la charge mentale, en développant l'autonomie et en permettant de se concentrer sur l'essentiel. Lorsqu'à un moment de la journée où une situation pose problème, mettez en place une routine. Pendant plusieurs années, l'arrivée des élèves dans la classe était une source de stress. Non qu'ils déboulaient en furie comme des veaux échappés de l'étable, mais parce qu'ils avaient des attentes et des besoins, moi aussi, et c'était rarement les mêmes. Nous avions donc de la peine à nous rejoindre. Maintenant, lorsque les élèves arrivent en classe, ils ont une routine d'accueil, affichée au mur, et un temps calme. Cela me permet de gérer l'administratif, relève des devoirs, des documents, vérification des absences, etc. Et lorsque la petite musique sonne, tout le monde est prêt pour le temps d'accueil en commun. Pas de stress, une autonomie facile à mettre en place. Numéro 7. L'aménagement de la classe est en lien avec la discipline et le bien-être de chacun. Celui-ci aussi est souvent sous-estimé. Parfois, nous avons des classes trop nombreuses, avec des élèves trop grands dans un espace trop petit. Et les problèmes de discipline sont assurés et il faut être malin pour les surmonter. Parfois, tout pourrait bien fonctionner, mais c'est l'aménagement pratique ou les consignes qui posent problème. Il y a des besoins de base que l'on ne peut ignorer. Si un élève n'a pas assez de place pour passer entre sa chaise et la table de son voisin de derrière, il va forcément emporter des choses sur son passage et il s'en suivra tôt ou tard des conflits. Si tous les élèves doivent se rendre au même temps au même endroit, il y aura forcément des bousculades et des gestes déplacés. Pourtant, cela peut se régler en amont par un aménagement judicieux de la classe, comme j'en parle dans cette vidéo, par la mise en place de consignes qui répartissent le temps et l'espace. Par exemple,
lorsque les élèves viennent me raconter la perle de la journée, je les appelle par petits groupes distincts, soit en référence à leur numéro d'ordre, à un élément de leur apparence ou de leur habillement. Ainsi, ils ne se ruent pas tous en même temps au même endroit. La disposition des meubles, les couloirs étroits ou plus larges et les consignes posées dès la rentrée peuvent diminuer de manière importante les frictions et les conflits liés aux besoins basiques des élèves. Tous les couloirs n'ont pas besoin d'être aussi larges. Par contre, ceux qui sont empruntés régulièrement par beaucoup d'élèves pourraient devenir des autoroutes. Numéro 8. Contre la monotonie, le changement. Durant mes premières années d'enseignement, je changeais la disposition de ma classe plusieurs fois par année. Souvent pour le meilleur, parfois pour le pire, comme celle où j'ai voulu bénéficier du petit nombre d'élèves et mettre tout le monde en U. Entre les bavardages, le manque de place entre les tables et le tour complet de la classe à effectuer chaque fois que je voulais passer d'un côté à l'autre, j'ai vite constaté que c'était une fausse bonne idée, surtout avec cette volée-là. Mais le changement a quelque chose de bon. Il fait naître une nouvelle énergie, une nouvelle vision des choses, comme le professeur du Cercle des poètes disparus qui se mettait debout sur les tables pour voir sa classe sous un autre angle. Vous pouvez changer la place de votre bureau, la disposition des tables des élèves, changer l'emplacement d'un atelier ou d'un rangement, le fonctionnement de l'entrée des élèves en classe ou de leur sortie. Il y a plein de possibilités. Parfois, on peut changer une petite chose et ne rien dire aux élèves pour voir si ou quand ils s'en rendront compte. Cela donne un regain d'énergie dans la classe, surtout quand on s'endort dans une routine trop ennuyeuse. Numéro 9. Passons à l'évaluation et n'évaluons que les critères définis. J'ai l'impression de dépeindre une pratique des années 40. Et pourtant, sans même nous en rendre compte, nous sommes parfois ambigus dans la manière dont nous menons nos évaluations. Est-ce que l'orthographe compte? C'est souvent ce que mes élèves me demandent devant une évaluation de musique, de sciences ou de mathématiques. Notre réponse devrait invariablement rester la même. Si ce n'est pas dans les critères, ça ne compte pas. Nous avons tous eu, dans notre jeunesse, des évaluations pièges, dans lesquelles de nombreux éléments inattendus étaient pris en compte. Ou encore, les enseignants qui ne posaient qu'une question, qui nécessitait de réécrire tout le cours copié durant les semaines précédentes, et qui notaient au poids, comme ils disaient. Mais ce n'est pas du tout de cette manière que nous devons évaluer nos élèves. Les critères que nous avons définis et annoncés sont suffisants pour évaluer les élèves. Parfois, lorsque je ne comprends pas la réponse d'un élève, je n'hésite pas à l'appeler au bureau pour qu'il m'explique ce qu'il a fait. C'est cela que l'on va évaluer, plus encore que la trace laissée sur le papier. Numéro 10. Planifier light. Le programme est dense. Les évaluations sont nombreuses et ce n'est un secret pour personne. Tout ce qui est écrit dans le plan d'études ne peut pas être réalisé et évalué. Il faut donc planifier avec doigté. Comme le dit la loi de Pareto, 80% du travail demande 20% d'énergie. Par contre, les 20% du travail restant demanderont 80% d'énergie. Il faut donc dénicher dans le programme les pratiques et les éléments qui nous permettent d'enseigner 80% des apprentissages en dépensant 20% de l'énergie des élèves et de la nôtre. Par exemple, en sciences, en géographie ou en histoire, l'important n'est pas de couvrir tous les éléments sujets à être des exemples, tous les pans du programme, mais développer la manière de réfléchir spécifique à chacune de ces matières. En sciences, par exemple, développer la manière scientifique de travailler, c'est se poser des questions, émettre des hypothèses, effectuer des expériences pour les valider ou les invalider, tirer des conséquences et institutionnaliser ce qu'on a appris. C'est cela qui est important. Peu importe que l'on ait étudié tous les domaines au plan d'études, c'est la méthode scientifique dont les élèves auront le plus besoin pour la suite de leurs études et pour leur vie ensuite. Toujours en matière de planification, évitons de remplir au maximum tous les jours de toutes les semaines de l'année. Avec les sorties, les semaines d'introduction et de fin d'année scolaire, les jours fériés, les animations et tout le reste, de nombreux cours vont tomber. Autant le prévoir dès le début et laisser des plages tampons. Depuis des années,
je planifie l'année scolaire en modules plutôt qu'en heures hebdomadaires. Par exemple, je ferai une introduction à l'histoire durant 2 périodes hebdomadaires pendant toute la première période de l'année. Puis, pendant ces mêmes périodes, j'introduirai un thème de science durant l'automne, avant de reprendre un module lié à l'habitat durant la préhistoire et l'Antiquité. Cela évite un saucissonnage des apprentissages, diminue la charge mentale et donne plus de sens à ce qui est étudié. C'est aussi un moyen d'éviter de remédier à toutes les heures qui tombent pour toutes les matières, sans compter les matières à enseigner qui n'ont pas de place à l'horaire, comme l'éducation numérique, ou qui sont pensées en période annuelle, comme la citoyenneté, l'éthique et les cultures religieuses. Bonus numéro 11. Je vous ai gardé peut-être le plus important pour la fin, parce que généralement, ce n'est pas ce qu'on pense. Les enseignants et les parents tirent à la même cote. Rien que de dire cette phrase, je peux imaginer tous les vécus que vous avez, comme moi, et qui ne semblent pas au premier abord aller dans ce sens. Devant les manières de faire, parfois radicalement opposées de certains parents, on pourrait être tenté de penser qu'eux et nous ne voulons pas la même chose pour leur enfant. Mais c'est faux. Eux et nous désirons que l'enfant progresse, qu'il apprenne, qu'il se développe, parfois avec des moyens très différents. Mettre en avant nos points communs de développement et de désir de réussite et laisser de côté les moyens différents préconisés permet de se recentrer sur l'essentiel. Être d'accord avec les parents sur l'objectif final. La plupart du temps, les parents les plus virulents, voire opposants, sont ceux qui craignent le plus pour l'avenir de leur enfant. Valider leur ressenti, tout en communiquant notre perspective et les moyens que nous mettons en œuvre, leur permettra de nous voir comme des alliés et non comme des ennemis. Et inversement. Voici 11 pistes. Mais surtout pas 11 chantiers à ouvrir en même temps. Choisissez-en un ou deux, celui ou ceux qui répondent le mieux à ce qui vous pèse aujourd'hui, et testez-les dès la rentrée. C'est en l'essayant avec vos élèves, dans votre classe, qu'elle deviendra vraiment vôtre. Laquelle allez-vous tester en premier? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et si vous avez des questions, des éléments qui vous semblent encore complexes dans votre classe, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous nous suivez depuis la première vidéo il y a maintenant 3 ans, vous vous souvenez peut-être que la première vidéo de cette chaîne était déjà intitulée « 10 éléments que j'aurais voulu savoir plus tôt ». Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse m'y retrouver et trouver 10 autres éléments pour votre vécu de classe. Je mets la fiche ici en haut. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'en parler pourquoi pas dans vos salles des maîtres. Faites ce que vous aimez, enseignez. Bonne rentrée.